Les mystères sans réponse autour des civilisations anciennes ont été une source d'inspiration pour de nombreux théoriciens du complot. En fait, certains de ces mystères sont si intéressants que beaucoup d'entre nous y croient déjà, ou aimeraient y croire. Une chose est sûre cependant, aucune de ces milliers de théories du complot n'a jamais été... quel est le mot? Ah oui, classée, à moins qu'elle ne l'ait vraiment été. Nous savons tous que la CIA a fait des choses plus ou moins discutables au cours de son histoire, au nom de la sécurité nationale. Mais on ne s'attendrait pas à ce qu'un livre représente une menace à la fois nationale et internationale. La CIA a récemment déclassé certaines parties d'un livre qui parle de civilisations anciennes disparues et des événements catastrophiques qui les ont fait disparaître il y a des milliers d'années. Ce livre mystérieux a été écrit en 1963 par un certain Chan Thomas et il devait être publié par Emerson House en 1965 jusqu'à ce que la CIA s'en mêle. Pour une raison mystérieuse, ils ont classé le livre. Et il n'a jamais été rendu public jusqu'à récemment. Mais c'est là que ça devient intéressant. Le livre a été déclassé en 2013 en raison de la loi sur la liberté d'information. Mais il n'a été rendu public qu'en 2016. Et ce qui a été rendu public soulève vraiment quelques questions. La version originale de ce document comptait 284 pages. Mais l'essai en PDF qui a été publié était fortement censuré et ne comportait que 57 pages. Soit 1/5 de l'ensemble du document. Les pages ont été éditées, avant d'être rendues publiques, de telle sorte que l'on ne remarque même pas que les autres pages sont manquantes. Personne ne sait vraiment pourquoi ce livre a été classé secret en premier lieu. Mais d'après ce qu'on a laissé entendre, il a un contenu des plus intéressants. L'auteur du livre avait une imagination débordante et une grande passion pour les civilisations anciennes. Et même si ce qu'il a à dire fait réfléchir, certaines choses sont tout simplement bizarres. Il pense que notre planète est enfermée dans un cycle sans fin de déplacement des pôles et de la croûte terrestre, qui sont responsables de l'extinction massive de nombreuses civilisations qui existaient il y a plus de 6000 ans, avant même les Sumériens. Il pense que ces événements ont causé plus de dommages à la Terre que les météores, et il fonde cette théorie sur quelques artefacts qui existent dans le monde entier, mais qui n'ont pas vraiment été remarqués jusqu'à récemment. Mais j'y reviendrai dans un instant. Les extinctions massives dont parle le livre comprennent la fin de la période glaciaire, lorsque d'énormes couches de glace de 3,2 km d'épaisseur ont disparu d'Europe du Nord, d'Amérique du Nord et du Canada, entraînant l'extinction de centaines d'espèces. Et voici comment l'auteur illustre son hypothèse. Il pense qu'il y a eu un déplacement des pôles géomagnétiques qui a provoqué des changements catastrophiques dans l'atmosphère et la croûte terrestre, entraînant l'extinction de nombreuses civilisations au fil du temps. Bien que le déplacement des pôles géomagnétiques soit une réalité, il ne se produit pas du jour au lendemain. Il se produit très lentement, environ toutes les quelques centaines de milliers d'années, selon les scientifiques. Mais c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est un fait bien connu que le pôle Nord se trouve quelque part au-dessus de l'Alaska et que le pôle Sud est proche du milieu de l'Antarctique. Il s'agit là des pôles géographiques, et ils seront toujours le Nord et le Sud. Cependant, les pôles magnétiques de la Terre se sont inversés il y a quelques centaines de milliers d'années. Ainsi, si tu avais une boussole il y a 700 000 ans, disons, elle pointerait plutôt vers le Sud et te montrerait l'Antarctique. Mais l'auteur du livre a une théorie différente. Il pense que le basculement des pôles magnétiques Nord et Sud ne se produit pas toutes les quelques centaines de milliers d'années, mais tous les 12 000 ans. Et que ce basculement se produit en quelques heures seulement, provoquant une catastrophe apocalyptique. Il pense que cela se produit à la suite d'une explosion dans le noyau de la Terre. Cette explosion provoque le basculement des pôles magnétiques, mais aussi le déplacement de la croûte terrestre. Selon ce livre, en raison de ces événements catastrophiques, un grand nombre des continents de la Terre qui étaient submergés sont remontés au-dessus du niveau de la mer en quelques heures seulement. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. L'auteur affirme également que les Andes péruviennes se trouvaient sous l'océan avant le dernier déplacement des pôles. Et même si cela semble tiré par les cheveux, puisque les Andes se trouvent à environ 6700 mètres au-dessus du niveau de la mer, des preuves ont été apportées à la fin des années 80 pour étayer cette affirmation. Les scientifiques ont trouvé des os de baleines et des fossiles vieux de plusieurs millions d'années au sommet des Andes et des montagnes de l'Himalaya. Il est également suggéré dans le livre que le gel profond que la Terre a subi au cours du Trias récent a provoqué la perturbation du Gulf Stream.
des mammouths gelés ont été retrouvés piégés dans des blocs de glace, avec de la nourriture encore dans la bouche. Il s'agit là d'un véritable mystère, car ils étaient rompus au froid glacial. Et ils faisaient partie des rares animaux qui pouvaient vraiment survivre à l'ère glaciaire. Alors, qu'est-ce qui a pu les faire geler si rapidement? Ouais, de quoi se gratter la tête, pas vrai? Le document décrit également la grande pyramide de Gizeh comme une véritable énigme. La pyramide de Gizeh est composée de 2,5 millions de blocs de pierre, placés les uns sur les autres avec une grande précision. Elle mesure près de 230 mètres de large et plus de 137 mètres de haut. À ce jour, nous ne sommes toujours pas en mesure d'expliquer comment elle a été construite, et il est également difficile de comprendre sa conception interne. À l'intérieur, la pyramide ne présente aucune similitude avec les autres pyramides et, malgré la croyance populaire, aucune momie n'a été trouvée dans l'une d'entre elles. Si tu trouves ça un peu bizarre, attends le prochain scoop. On ne trouve absolument aucun hiéroglyphe dans aucune des pyramides. Et cela vaut dans les deux sens. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'il n'y a pas non plus de pyramide, ni rien qui ressemble à une pyramide dans aucun des hiéroglyphes. Monsieur Thomas pense que les pyramides ont été créées des centaines de milliers d'années avant les Égyptiens, par une civilisation qui s'est éteinte. En parlant de civilisation, dans son livre, il mentionne même les Grecs. Il affirme qu'en Grèce, il existait une autre ancienne race d'humains qui s'est également éteinte. Il affirme qu'ils étaient extrêmement grands, aux yeux bleus et aux cheveux blonds, et qu'ils avaient accès à des technologies avancées que les Grecs ne pouvaient même pas connaître à leur apogée. Avant de nous éloigner des blocs de pierre, parlons d'un autre mystère. Le temple de Bacchus, à Baalbek au Liban, et ses gigantesques blocs de fondation. Ces pierres, qui constituaient Héliopolis, ont également été utilisées pour le temple de Rome. Les fondations des temples sont faites de pierres trilithes de 900 tonnes. Et, selon l'auteur, c'est la preuve qu'il devrait exister une ancienne civilisation perdue avec une technologie plus qu'avancée. La plupart des archéologues affirment que ces pierres ont été taillées par les Romains. Cependant, il n'y a aucune preuve pour étayer cela. Les Romains n'avaient pas l'équipement technologique pour fabriquer de telles pierres ou les soulever. Tu peux donc te demander, et s'ils les avaient simplement façonnées sur place? Eh bien, ces pierres ont également été soulevées à 9 mètres de haut et ont été placées les unes à côté des autres avec une précision mathématique. Et n'oublions pas les blocs au sommet d'Héliopolis, qui pèsent environ 800 tonnes chacun. Mais attends d'entendre la meilleure. Les Romains ne revendiquent même pas le mérite de ces mégalithes. Ils prétendent avoir bien construit les côtés, mais ils ne s'attribuent aucun éloge pour ces pierres de fondation extraordinairement grandes et lourdes. L'auteur fait également une remarque intéressante sur la distance entre la capitale romaine et Baalbek au Liban. Pourquoi les Romains auraient-ils flanqué les plus grandes pierres monolithiques du monde dans une région aussi éloignée de leur capitale, sans jamais s'en attribuer le mérite? Eh bien, les amis, c'est un grand mystère pour moi. Passons maintenant à l'énigme la plus intrigante. L'île de Pâques, qui se trouve au milieu de l'océan Pacifique. L'auteur se demande comment les gens ont pu la trouver, ou même s'installer sur une île aussi éloignée il y a si longtemps. L'un des symboles de l'île de Pâques sont les statues Moai, et le mystère entourant qui elles pourraient bien représenter et pourquoi. Une question encore plus importante est de savoir comment elles ont été créées, puis déplacées et positionnées aux endroits où elles se trouvent. Selon ce document déclassé, l'île de Pâques faisait partie d'un continent aujourd'hui perdu, appelé Mu. Et elle a été engloutie dans l'océan Pacifique lors d'un cataclysme qui s'est produit pendant l'un de ses déplacements des pôles. Le continent de Mu, selon le livre, était aussi grand que l'Amérique du Sud, et ce que nous appelons maintenant l'île de Pâques est tout ce qu'il reste de ce continent. L'auteur pense également que c'est ce qui s'est passé avec la cité perdue de l'Atlantide. Platon est même cité à ce sujet, affirmant que toute la cité atlante a sombré plusieurs kilomètres sous les flots en un seul jour. Même si cette histoire semble tout à fait intrigante et présente des points fascinants, nous savons que, scientifiquement parlant, un déplacement cataclysmique des pôles, entraînant l'extinction de civilisations entières, n'est tout simplement pas possible. Il n'est pas improbable que nous découvrions de la vie au-delà de la Terre d'ici 2035, et nul besoin de voyager vers une galaxie lointaine, très lointaine. Notre voie lactée regorge d'environnements propices. Ne vous emballez pas trop cependant, il s'agira probablement de microbes ou de marqueurs chimiques, et non de petits hommes verts, comme dans les films hollywoodiens. Néanmoins,
la découverte de traces de vie changerait profondément la perception que nous avons de notre place dans l'univers. Le télescope spatial Kepler de la NASA a fait une découverte incroyable. Presque chaque étoile possède des planètes, et beaucoup d'entre elles pourraient être habitables. Les planètes telluriques comme la Terre et Mars sont même plus répandues dans notre galaxie que les géantes gazeuses comme Saturne et Jupiter. De plus, nous savons déjà que notre galaxie est très riche en eau. Il y en a dans les nuages interstellaires où se forment les étoiles et les planètes, dans les disques de débris autour d'autres étoiles, dans les comètes, absolument partout. Cependant, trouver la vie elle-même reste une tâche ardue. Idéalement, il faudrait atterrir sur chaque planète et vérifier littéralement sous chaque pierre. Mais grâce à des recherches récentes, nous pouvons au moins concentrer nos efforts sur les mondes potentiellement habitables. Le télescope spatial James Webb, un dispositif ultra puissant lancé en 2021, est à l'œuvre. Il examine les atmosphères des super-terres proches, des planètes rocheuses légèrement plus grandes que la nôtre, et recherche des gaz associés à la vie. Des composés chimiques qui ne peuvent être produits que par des êtres vivants. Et des indices ont déjà été trouvés. Des traces d'un tel composé ont par exemple été détectées sur une planète du nom de K2-18b. Cette planète se situe à 120 années-lumière, ce qui est relativement proche à l'échelle spatiale. Elle se trouve dans la zone habitable, une région autour de l'étoile où les températures permettent l'existence d'eau liquide. De plus, elle orbite autour d'une naine rouge, le type d'étoile le plus petit qui existe. De telles étoiles sont un peu moins lumineuses que notre Soleil. Il faudra environ 1 an pour vérifier si ces traces de vie sont bien concrètes. Si tel est le cas, cela signifierait que la vie est beaucoup plus répandue que nous ne le pensions auparavant. Mais même dans le cas contraire, il reste 10 autres planètes de type boucle d'or à étudier dans la liste. Le télescope spatial James Webb est un outil extraordinaire, mais il a ses limites. Il ne peut pas détecter de petites planètes semblables à la Terre en raison de leur taille. Pour résoudre ce problème, la NASA prévoit de lancer un autre instrument, le télescope spatial Roman. Celui-ci sera encore plus efficace pour repérer ces types de planètes et les composés associés à la vie. Et puis, nous avons également le projet SETI. SETI qui signifie Search for Extraterrestrial Intelligence, ou Recherche d'intelligence extraterrestre, est en quête de signes de vie extraterrestres depuis les années 80. Les chercheurs du projet croient également que nous découvrirons des signes de vie dans les 10 prochaines années. Récemment, ils ont lancé un projet de grande envergure, baptisé COSMIC, et qui utilise un réseau de télescopes radio du Nouveau-Mexique, que vous aurez peut-être déjà vu dans le film Contact. COSMIC permet aux scientifiques d'écouter simultanément des centaines de milliers, voire des millions, de systèmes stellaires. Les télescopes scrutent le ciel et analysent les données en temps réel. Si des signaux intéressants sont détectés, les scientifiques peuvent les examiner immédiatement, au lieu d'attendre des semaines, voire des mois. Ces signaux sont souvent soudains et très brefs, mais COSMIC peut détecter même les plus courts, qui ne durent que quelques nanosecondes. Il peut également contribuer à d'autres recherches, comme l'étude des sursauts radio rapides, mystérieux et inexpliqués, ou encore de la matière noire. C'est l'outil le plus massif et le plus puissant jamais créé pour la recherche de vie extraterrestre. Mais il ne suffit pas seulement d'écouter. Pourquoi ne pas essayer de prendre contact nous-mêmes? La NASA a envoyé des signaux dans l'espace lointain. En 2002, leur Deep Space Network a émis un signal en direction de la sonde Pioneer 10. Sur son trajet, le signal a rencontré un obstacle, une naine blanche située à 27 années-lumière de la Terre. Si une planète orbite autour de cette étoile, le signal pourrait également la voir atteinte. Et si des formes de vie intelligentes y existent, nous pourrions recevoir une réponse d'ici 2029. Le DSN continue d'envoyer de puissantes transmissions dans l'espace. Au cours des 3 prochains siècles, ces signaux croiseront 222 étoiles. Peut-être qu'un jour, nous recevrons une réponse provenant d'un endroit lointain. Mais pourquoi n'avons-nous pas encore reçu de réponse? L'univers compte environ 200 milliards de galaxies, chacune comportant environ 100 milliards d'étoiles. Même si seul 1% de ces étoiles possédait une planète, cela ferait toujours 200 trillions de planètes possibles. Et si la probabilité que ces planètes abritent la vie est d'1 sur 1000 milliards, il resterait encore quelques centaines de milliers de planètes. Alors, où est passé tout le monde? Cette question est connue sous le nom de paradoxe de Fermi. Une première explication, moins effrayante, est que l'univers pourrait être plein de vie, mais que cette vie ne serait pas intelligente au sens où nous l'entendons.
Certaines planètes pourraient ainsi abriter des microbes, des oiseaux ou des dinosaures de l'espace. C'est ce qu'on appelle la théorie du grand filtre. Elle suggère qu'il existerait des paliers que la vie doit surmonter pour devenir intelligente. Et peut-être que ces autres espèces ne les ont tout simplement pas encore franchis. Réfléchissez-y. La vie sur Terre a commencé dans l'océan, a évolué pour ramper sur Terre, s'est diversifié en de nombreuses formes, a traversé 5 extinctions massives, évolué de nouveau, et finalement conduit à l'apparition des êtres humains. Nous avons bâti des sociétés, développé des systèmes de santé, et ce n'est qu'à ce stade que nous avons commencé à rechercher d'autres formes de vie. Une autre théorie, appelée l'hypothèse du goulet gaïen d'étranglement, suggère une idée similaire. Bien qu'il ne soit peut-être pas si compliqué pour une vie rudimentaire de débuter, il est incroyablement difficile pour cette vie de survivre et de prospérer sur de longues périodes. Vénus, par exemple, aurait pu avoir des océans et des conditions similaires à celles de la Terre, mais un effet de serre incontrôlé a causé l'évaporation de toute cette eau, la rendant stérile. Mars avait également de l'eau liquide à sa surface autrefois, et la Lune et Mercure ont possédé des atmosphères denses pendant un court instant. En revanche, la Terre a conservé de l'eau liquide à sa surface pendant presque toute son existence. Il est extrêmement rare et remarquable qu'une planète maintienne des températures comprises entre 0 et 100 degrés Celsius au cours de millions d'années. Il pourrait être mal avisé de rechercher une vie intelligente utilisant la même technologie que nous, car elle aurait évolué dans des conditions totalement différentes. C'est là que l'équation de Drake intervient. Cette formule permet de calculer le potentiel de développement de l'intelligence sur une planète donnée. Pour obtenir un résultat, nous devons connaître plusieurs variables. Combien d'étoiles existent, combien d'entre elles possèdent des planètes, la probabilité que ces planètes abritent la vie, et ainsi de suite. Hélas, nous ne connaissons pas encore ces chiffres, et le résultat pourrait être insignifiant. Mais supposons qu'il existe au moins une autre espèce intelligente. Pourquoi ne nous sommes-nous pas encore rencontrés? Il pourrait y avoir de nombreuses raisons à cela. Peut-être qu'ils ne nous trouvent pas suffisamment intéressants. Ou peut-être que le problème vient de nous, et que nous ne cessons jamais de manquer leurs signaux. Ou peut-être avons-nous manqué toute l'espèce. L'univers est incroyablement vaste et ancien. Il a plus de 14 milliards d'années. Si nous compressons toute l'histoire évolutive de la Terre en une journée de 24 heures, la vie commence à 4 heures du matin. Les dinosaures disparaissent à 23h40 et les premiers humains apparaissent 2 minutes avant minuit. Dans cette analogie, les humains existent depuis seulement 77 secondes, et notre technologie capable de détecter une vie extraterrestre est encore plus récente, soit moins d'une seconde. Avec de telles distances et des périodes aussi longues, les chances que nous existions au même moment que d'autres espèces intelligentes sont minces. Si leur civilisation n'a duré que quelques millénaires, nous pourrions facilement les manquer complètement. Mais cela ne signifie pas que nous devrions abandonner nos recherches. Les scientifiques craignaient que les signaux radio de la Terre ne s'affaiblissent avec le temps. Mais une étude récente a montré que c'est en fait le contraire qui se produit. Le nombre de nos satellites ne cesse de croître, ce qui rend notre planète plus détectable. D'ici la fin de la décennie, nous pourrions avoir plus de 100 000 satellites, rendant la Terre extrêmement brillante dans le spectre radio. S'il existe une espèce avancée quelque part, elle nous repérera facilement, même à de très grandes distances. Les astronomes sont optimistes à ce sujet, et il y a de grandes chances qu'ils découvrent des créatures extraterrestres pendant que vous et moi sommes encore de ce monde. Voici un poisson ordinaire, et voici un poisson qui était censé devenir un humain. Mais ce n'est pas arrivé, et ce n'est pas parce qu'il n'est pas sorti de l'océan. Le second poisson a des yeux plus intelligents, mais il n'y a pratiquement aucune différence entre eux. Et c'est pourquoi... Oh, et vous voyez cette silhouette dans l'ombre. Ce gros monstre hideux est l'un des personnages clés de cette histoire, et il déteste les poissons intelligents. Mais je vous en dirai plus tard. Le monde marin est donc un éternel combat pour la survie. Les grands et forts mangent les petits et faibles. Il y a 400 millions d'années, c'était pareil, mais à une échelle encore plus grande. De véritables monstres peuplaient l'océan. Des poissons reptiliens mangeaient de longs 1000 pattes. Certains poissons étaient couverts d'une coquille osseuse. D'autres avaient des dents comme des rasoirs. Du coup, certains des plus faibles sont allés vivre sur Terre pour survivre. D'autres simplement pour se nourrir ou par curiosité. Ainsi, selon la théorie de l'évolution,
Au cours des millions d'années suivantes, ces poissons ont commencé à avoir des membres et des poils, et à grimper aux arbres. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite. Mais imaginons que rien n'ait obligé les poissons à rejoindre la terre ferme. Et si l'océan n'était pas si dangereux, qu'il y avait beaucoup d'algues et de phytoplancton et moins de requins, de la nourriture à volonté et pas d'ennemis, pourquoi les poissons quitteraient-ils cet endroit pour passer ensuite plusieurs millions d'années à se faire pousser des bras? Ils pourraient se détendre et rester dans l'eau. En s'approchant de la surface, ils verraient que ce n'est pas très hospitalier par ici. Vent violent, éclairs, pourquoi s'y risquer? Des millions d'années se sont écoulées, et les poissons sont toujours là. Des créatures plus dangereuses sont apparues, mais les poissons n'ont eu qu'à allonger leurs nageoires pour nager plus vite. D'autres ont fait pousser des plaques sur leur queue pour mieux se défendre. Mais d'une manière générale, les poissons sont restés comme ils étaient, il y a des millions d'années. Leur cerveau s'est développé. Ils ont appris à communiquer entre eux grâce à l'écholocation et au mouvement de leur queue et de leurs nageoires. Tout au long de la journée, les poissons nagent, cherchent de la nourriture, se multiplient et restent ensemble. Ils n'ont pas besoin d'évoluer. Voyons maintenant l'histoire de l'homme. Les poissons sont arrivés sur le rivage et des membres leur ont poussé. La lutte pour la survie a alors commencé. Certaines créatures sont devenues carnivores, d'autres herbivores. Certaines mangèrent de l'herbe, d'autres des fruits mûrs. Mais les branches étaient parfois relativement hautes. Au bout de quelques millions d'années, leurs membres se sont donc naturellement allongés. Ils se sont dressés sur leurs pattes arrière et ont fini par se mettre debout. Ces animaux anciens, les ancêtres des primates, ont appris à grimper aux arbres pour attraper des fruits. Puis certains se sont mis à utiliser des pierres pour casser les coquilles. D'autres lancèrent des bâtons dans les branches pour faire tomber les pommes mûres. Plus ces animaux apprenaient à se débrouiller, plus leur cerveau se développait. Les tigres à dents de sabre et d'autres monstres primitifs essayaient de manger les primates, mais en plus, les conditions météorologiques pouvaient être difficiles. Les singes ont donc commencé à se cacher dans des grottes et même à se fabriquer des abris avec des branches et des feuilles. Puis quelqu'un a un jour allumé un feu et tout a changé. Cela a entraîné la création de nouvelles connexions neuronales et donné naissance à la pensée abstraite. Les gens allumèrent des feux dans les grottes et regardèrent les flammes projeter des ombres sur les murs. Des images ont commencé à se former dans leur tête. Les ancêtres des hommes se sont alors mis à dessiner. Et ainsi, pas à pas, sur plusieurs millions d'années, ils ont évolué vers l'Homo sapiens. Bien sûr, personne ne sait exactement comment ça s'est passé, mais on peut supposer que l'évolution s'est déroulée comme ça. Le cerveau humain s'est développé grâce à la lutte pour la survie. Revenons maintenant à l'océan et à ses poissons. Ils peuvent se déplacer d'un côté à l'autre, de haut en bas, et leur nourriture n'est jamais placée trop haut pour eux. Elle flotte partout autour d'eux. Les poissons ont le sang froid, ils ne gèlent donc pas. Ils n'ont pas besoin de se cacher de la pluie ou de quoi que ce soit d'autre. Ils n'ont donc pas besoin de construire des toits et des abris, ni d'allumer des feux. Pourtant, quelque chose change dans leur esprit. Les poissons nagent souvent vers la surface pour admirer la lumière du soleil. À travers l'eau claire, ils voient le ciel étoilé et la lune qui rayonne. Et bien sûr, ces images forment de nouvelles connexions neuronales dans leur cerveau. Curieux, ils réfléchissent à un moyen d'aller explorer la Terre. Leur système respiratoire à branchies ne leur permet pas de rester longtemps hors de l'eau. Les poissons commencent donc à contempler ce monde. Au cours de centaines de milliers d'années d'évolution, ils apprennent à communiquer entre eux et commencent à comprendre comment fonctionne le cycle de la vie dans l'océan. Certains poissons forment des colonies et construisent des maisons dans les récifs. Mais ces maisons ressemblent à des fourmilières, pas à des immeubles. Ils s'y cachent de leurs prédateurs et s'y reposent. Ils découvrent aussi d'autres ennemis, les oiseaux. Les mouettes et les pélicans adorent quand les poissons remontent vers la surface. Les petits poissons décident de ne jamais s'en approcher et créent même une loi interdisant de le faire. L'apparition de cette loi tacite forme la société. Certains poissons s'entraînent à repousser les mouettes. Ils tiennent des pierres aiguisées entre leurs dents, des morceaux de corail ou des coquillages. Et lorsque les mouettes attaquent, les poissons se défendent de toute leur force.
Les poissons parviennent également à attraper leurs ennemis ailés. Lorsqu'une mouette plonge sous l'eau, les poissons l'attaquent de tous les côtés. Ils le font pour étudier le corps de la mouette et comprendre comment elle fait pour voler et respirer hors de l'eau. Les poissons acquièrent une grande sagesse, à l'instar des dauphins très évolués. Ils comprennent notre planète de mieux en mieux, mais ne cherchent pas pour autant à sortir de l'eau. Ils n'en ont pas besoin. Mais un jour, ils découvrent quelque chose d'effrayant. En nageant près du rivage, les poissons voient de grandes créatures, glabres, sans écailles et avec des bras et des jambes, plongés dans l'eau. Les poissons s'approchent pour les examiner, mais ces êtres les attrapent avec leurs mains palmées. Ils ont maintenant un ennemi encore plus dangereux, le peuple de la mer. Ils sont intelligents, cruels et forts. Pour comprendre ces créatures, retournons dans le monde réel et observons les phoques, les dauphins, les baleines et les morses. Tous ces animaux sont des mammifères, ce qui signifie que leur sang est chaud. Mais pourquoi sont-ils si différents des poissons? Les phoques et les otaries ont le même ancêtre que les chiens. Les lamantins et les éléphants ont des origines communes. Les baleines et les dauphins sont les versions marines des hippopotames et des bêtes à sabots. Il y a des centaines de millions d'années, les ancêtres de tous ces mammifères étaient des poissons à sang froid. Ils sont sortis de l'océan et ont commencé à explorer la Terre. Leur corps s'est transformé et leur sang s'est réchauffé. Mais certains ont choisi de ne pas s'éloigner de l'eau. Ceux qui ont quitté l'océan sont devenus des chiens, des ours et des éléphants. Et ceux qui sont restés près des océans sont devenus des mammifères marins. Ils n'ont pas exploré la terre ferme pour diverses raisons. Certains se sont cachés dans l'eau pour échapper à leurs ennemis. D'autres ne supportaient pas de rester longtemps au soleil. Ils se sont transformés en animaux à nageoires. Ils n'ont pas de branchies mais peuvent retenir leur souffle sous l'eau pendant plusieurs minutes. Imaginez maintenant si les primates arboricoles se rapprochèrent du rivage. Ils perdraient à leur fourrure, ils auraient des doigts palmés et leur corps se couvrirait d'une épaisse couche de graisse. Ils deviendraient intelligents, ce serait le peuple de la mer. Ils auraient un poids similaire à celui des ours polaires, en raison de leur graisse sous-cutanée. Tous les mammifères marins ont en effet besoin de beaucoup de graisse pour se protéger du froid. Et une grande quantité de graisse les rend agiles et rapides dans l'eau. Désormais, les poissons intelligents et pacifiques doivent se battre contre le cruel peuple de la mer. Mais qui sortira vainqueur de ce combat? Il nous faudra une autre vidéo pour le découvrir. Attention, nous sommes sur le point de franchir une étape importante dans l'histoire de l'humanité. Des scientifiques affirment que les 2 prochains siècles seront décisifs pour nous. Resterons-nous à jamais une petite civilisation de type 0? Ou partirons-nous à l'assaut des étoiles comme des êtres de niveau supérieur? Vous ne savez pas ce qu'est une civilisation de type 0, je vous explique. À mesure que notre espèce grandit et se perfectionne, nos besoins en énergie explosent. Et ce n'est pas seulement parce que nous utilisons des sèche-cheveux, mais parce que toutes nos machines ont besoin d'énergie. Nos moyens de transport, nos usines et nos outils de communication. L'échelle de Kardashev permet de mesurer le degré d'avancement d'une civilisation en fonction de la quantité d'énergie dont elle dispose. Selon la plupart des spécialistes, il existe 7 niveaux théoriques de civilisation. Je vous évite une recherche sur Google. On considère aujourd'hui que l'homme se situe à 0,72 sur cette échelle. On n'a même pas encore atteint le type 1. Cette échelle a été inventée par un dénommé Nikolai Kardashev en 1964. Il l'a créée pour nous permettre de rechercher des signes de vie grâce aux signaux émis dans l'espace. Son échelle comporte 3 niveaux principaux qui indiquent la quantité d'énergie à laquelle une civilisation dispose. Au fil des ans, d'autres scientifiques ont ajouté d'autres niveaux, encore plus avancés. Cette échelle ne renseigne pas seulement sur l'énergie, mais aussi sur le niveau de connaissance d'une civilisation. Une espèce est désignée comme étant de type 1 lorsqu'elle peut recueillir toute l'énergie d'une étoile proche pour alimenter sa planète. Cela signifie que nous devrions multiplier notre production par 100 000 pour atteindre ce statut.
Certains scientifiques estiment que nous pourrions atteindre le type 1 d'ici 100 à 200 ans. Mais pour cela, il faudrait exploiter toute l'énergie de la planète. Ça paraît incroyable, mais comparé à ce que peuvent y faire les sociétés de rang supérieur, il ne s'agit que d'un niveau de contrôle élémentaire. Le niveau de civilisation suivant est appelé type 2. Ces civilisations contrôlent entièrement leur étoile et utilisent toute son énergie. Nous pourrions y parvenir un jour en construisant une sphère de Dyson. Je vous épargne les détails techniques. Il s'agit d'une sorte de boule géante qui tourne autour d'une étoile et collecte toute son énergie avant de la renvoyer vers sa planète d'origine. Avec une telle quantité d'énergie, rien ne peut détruire une civilisation. Si nous passions au statut de type 2 et qu'un objet de la taille d'une lune se dirigeait vers la Terre, nous pourrions simplement le vaporiser ou l'envoyer vers Jupiter. Les civilisations de type 3 sont des experts en énergie et peuvent traverser la galaxie. Les humains qui évolueront vers ce type de civilisation seront très différents de nous. Ce seront des machines mi-biologiques, mi-robotiques. Et il est possible qu'ils nous méprisent. Je veux dire qu'il est peu probable que vous vous fassiez amis avec une personne de type 3. Il se peut aussi que ces humains possèdent des robots capables de se reproduire et de coloniser la galaxie. Mais leurs déplacements seront limités par les lois de la physique, du moins par celles que nous connaissons aujourd'hui. À moins qu'ils n'inventent un moyen de voyager plus vite que la lumière ou de se téléporter. Et on est encore très loin d'un tel avancement. Kardashev pensait qu'une civilisation de type 4 ne pouvait pas exister. C'est la raison pour laquelle son échelle s'arrête au type 3. Il pensait que ce type était la limite qu'une espèce pouvait atteindre. Certains sont d'accord avec lui, mais d'autres pensent qu'il pourrait y avoir des niveaux encore plus élevés. Les civilisations de type 4 et plus ont été théorisées par d'autres scientifiques. Une civilisation de type 4, par exemple, serait capable d'exploiter toute l'énergie de l'univers et même de vivre à l'intérieur de trous noirs. Leur technologie serait basée sur des lois que nous ne comprenons pas encore et que nous n'avons pas les moyens de découvrir à l'heure actuelle. Le type 5 est encore plus impressionnant. Il s'agit d'un niveau où les êtres ont le pouvoir de contrôler l'univers lui-même. Ils existeraient dans un monde aux multiples univers parallèles. Les humains sont très très loin de ce niveau. Mais si nous prenons soin de notre planète et de nos semblables, peut-être que nous l'atteindrons un jour. Ces civilisations auraient de la capacité de voyager d'un univers à un autre et même d'en créer un, de toutes pièces. Elles contrôleraient la réalité et leur population serait si nombreuse qu'elles seraient, en théorie du moins, indestructibles. Une civilisation de type 6 serait encore plus puissante. Elle aurait les moyens non seulement de créer et de traverser d'autres univers, mais aussi de contrôler les paramètres de base de ces mondes. Elle existerait dans un grand nombre d'univers différents en même temps et pourrait modifier toutes les lois de la physique que nous connaissons. Elle existerait au sein de plusieurs versions différentes de l'espace et du temps, avec des passés et des avenirs différents. Une civilisation de type 7 ou K7 est capable de voyager et de contrôler l'ensemble de l'omnivers. L'omnivers est un terme qui fait référence à tous les univers, toutes les dimensions et toutes les réalités qui existent. On pense que ce niveau de puissance serait le fait d'un individu plutôt que d'une civilisation. Cette dernière ayant alors fusionné en une seule entité omnisciente, puissante et omniprésente. Mais ralentissons un peu la cadence. Avant d'atteindre tous ces niveaux, il nous faut d'abord atteindre le niveau 1, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela implique? À l'heure actuelle, nous ne sommes pas assez avancés pour être considérés comme une civilisation de type 1, car nos sources d'énergie sont limitées. Bois, charbon et pétrole. Mais il existe de nombreuses autres sources que nous n'avons pas encore découvertes ou utilisées. Il nous faudrait recourir à des sources renouvelables, le vent, le soleil et l'eau, pour répondre à nos besoins. Cette énergie serait si accessible qu'on n'aurait même plus de facture d'électricité. Dans une telle civilisation, l'énergie serait aussi essentielle que l'air.
Une stratégie consisterait à transformer les catastrophes naturelles en quelque chose de positif. Par exemple, nous pourrions utiliser les tsunamis pour produire de l'électricité. Ou laisser tomber nos chantiers classiques et utiliser les tremblements de terre pour modifier les sols. En contrôlant les sources d'énergie, nous pourrions également contrôler la météo. Par exemple, nous pourrions envoyer des nuages de pluie vers une région en proie à la sécheresse et aider les populations. Si nous passions un jour au niveau de type 1, nous pourrions peut-être équilibrer la quantité de carbone dans l'atmosphère et contrôler la température de notre planète. Ainsi, les catastrophes naturelles seraient plus faciles à prévoir et moins dévastatrices. En outre, nous serions en mesure de vivre dans des endroits que nous n'aurions jamais cru possibles, sous l'eau, au sommet des montagnes où il gèle, ou dans le désert. Alors, sommes-nous encore loin de ce niveau ? Une étude récente s'est penchée sur les différentes façons dont nous obtenons de l'énergie, notamment à partir de combustibles fossiles et de sources renouvelables. Le problème est que toute technique a ses limites. Par exemple, nous disposons d'un nombre limité de matières premières. Dans d'autres cas, les coûts d'exploitation sont trop élevés. Ces chercheurs ont donc adopté une approche prudente pour effectuer leurs calculs. Selon eux, nous pourrons atteindre un niveau d'énergie élevé, mais cela ne se produira pas avant l'année 2371. Ils se basent sur une théorie particulière d'avancement civilisationnel, mais nous pourrions y parvenir d'une autre manière. Et n'oublions pas non plus que la première règle pour devenir une civilisation avancée est de ne pas s'éteindre. Je sais, c'est une évidence. Mais dans notre quête pour exploiter toute l'énergie que notre planète a à offrir, nous devons aussi la protéger du mieux que nous le pouvons. Tant que nous n'aurons pas réussi à voyager aux confins de l'univers, la Terre restera le seul endroit où nous sommes chez nous. À un moment donné de sa longue et très intéressante histoire, notre chère planète Terre était en train de roupiller tranquillement, faisant son petit bonhomme de chemin, tournant autour du Soleil. Et puis, bam, la vie commence à s'emballer. Les plantes et les animaux se mettent à se pavaner, dévoilant toute leur complexité. Un peu plus tard, il y a environ 65 millions d'années pour être exact, une catastrophe cosmique se produit. C'est du moins ce que nous supposons. Un astéroïde s'est probablement écrasé sur la Terre, anéantissant les dinosaures et un tas d'autres grands animaux. Nous n'avons pas beaucoup plus de détails sur l'astéroïde en question. Mais nous savons qu'il était extrêmement massif et qu'il s'est écrasé sur notre précieuse planète, créant un chaos poussiéreux qui s'est répandu partout. Aujourd'hui encore, on trouve des vestiges de cette couche de poussière dans les roches sédimentaires. Si tu creuses en dessous, tu y découvriras tout un tas de fossiles. Ces créatures préhistoriques menaient la grande vie avant que l'astéroïde ne vienne gâcher la fête. Imagine que la planète fasse le ménage, laissant un tas d'espaces vides qui n'attendent que d'être remplis. Et devine qui a profité de l'occasion ? Les mammifères pardis. Ces petites créatures à fourrure se sont faites connaître. Mais comment se fait-il que cette catastrophe ait été une si belle opportunité pour eux ? C'est assez simple, en fait. En l'absence de persécuteurs, ils ont grandi, se sont multipliés et ont vu leur population s'étendre. Toutes sortes de mammifères se sont joints à eux pour combler les vides. Primates, rongeurs, bref, toute la bande à fourrure. Nous parlons ici de mammifères placentaires, de marsupiaux et même de mammifères pondant des œufs, ce qui ajoute une sérieuse touche de variété au mélange. Nous aimons considérer les primates comme nos plus proches parents sur Terre. Quelle est leur histoire ? Il y a environ 63 millions d'années, quelques millions d'années après la dernière danse des dinosaures, les primates ont décidé qu'il était temps de se réunir en famille. Ils se sont divisés en deux groupes. Les haplorhiniens, qui sont devenus les petits et les grands singes que nous connaissons aujourd'hui, et les strepsirhiniens, qui sont devenus les lémuriens et les aïe-aïe. La fête ne s'est pas arrêtée là. Il y a environ 58 millions d'années, les haplorhiniens ont entamé leur propre petite mission. Un invité spécial, le tarsier, a fait son entrée en scène. Avec ses grands yeux parfaits pour toutes sortes de manigances nocturnes. Le tarsier a choisi un chemin différent de celui de ses parents primates, embrassant sa niche unique et évoluant à l'écart. Aujourd'hui encore, le tarsier est le seul primate à se nourrir exclusivement de viande. Ces petits bonshommes ont un goût prononcé pour les insectes, les petits oiseaux, les rongeurs et même les lézards. Mais ce n'est pas tout ce qui les rend uniques. Leurs yeux sont 2 fois plus grands que leur cerveau.
Leur tête peut aussi effectuer une pirouette de 180 degrés, comme un hibou. Grâce à leurs caractéristiques, les tarsiers sont les véritables rois et reines de la nuit. Grâce à leur super pouvoir de repérage des ultrasons, ils peuvent détecter leur proie instantanément. De plus, leurs pattes et leurs pieds sont tels des ressorts, toujours prêts à les faire bondir. Ils possèdent un os spécial de la cheville, le tarse, qui leur permet d'effectuer des sauts de proportions épiques. D'où leur nom, si tu te posais la question. Mais laissons ces petites créatures se reposer et revenons à notre histoire. Il y a environ 55 millions d'années, la Terre a monté le thermostat, littéralement. Cette chaleur s'est avérée un peu trop difficile à supporter pour de nombreuses créatures et plantes des profondeurs de l'océan. Et elles ont tiré leur révérence. Mais chaque fin est toujours le commencement d'autre chose, n'est-ce pas? Les mammifères océaniques connus sous le nom de cétacés y ont vu leur chance et l'ont saisie. Ils se sont engouffrés dans 16 niches vides et se sont rendus maîtres des mers. Dans cette catégorie de créatures, on retrouve la baleine bleue et le dauphin. Un primate particulier a fait son apparition il y a environ 47 millions d'années. Les scientifiques appellent aujourd'hui affectueusement le fossile de cette créature Ida. Cette petite merveille a fait sensation, car elle a d'abord été présentée comme le chaînon manquant de l'évolution humaine. Mais voici la partie la plus hilarante. Il s'est avéré qu'Ida ne faisait pas partie des haplorhiniens à nez sec, mais plutôt des strepsirhiniens à nez humide. Il y a 40 millions d'années, un autre événement majeur s'est produit dans le monde des primates. Les singes du Nouveau Monde, nos lointains cousins, ont décidé d'emprunter un chemin différent et de se détacher de notre lignée de singes de l'Ancien Monde. Ils ont pris leurs affaires et sont partis à la conquête de l'Amérique du Sud, où ils vivent encore aujourd'hui. Quelle est la différence entre les deux, me diras-tu? Eh bien, un élément crucial les distingue. Les singes de l'Ancien Monde avaient les narines orientées vers le bas. Il y a environ 25 millions d'années, une autre bande de singes est entrée en scène. Ceux-ci avaient une particularité, ils n'avaient pas de queue. Ces créatures uniques allaient redevenir nos plus proches parents. Il s'agit des singes et des grands singes, des mecs cool qui partagent avec nous un grand nombre de similitudes génétiques. Le premier singe à s'être libéré de cette folie simiesque est le gibbon. Il y a environ 18 millions d'années que ce petit acrobate a fait son entrée sur scène. Quelques millions d'années plus tard, les grands singes se sont également joints à eux. Les orang-outans auront été les pionniers, s'aventurant dans les régions sauvages du sud de l'Asie. Nous nous rapprochons de plus en plus du présent. Il y a 7 millions d'années, les grands singes ont pris un tournant significatif sur la route de l'évolution. L'une des voies menait à nos ancêtres, les futurs Homo sapiens, tandis que l'autre conduirait aux chimpanzés et aux bonobos. Ces deux branches de primates sont restées soudées pendant quelques millions d'années avant de prendre des chemins différents. Il y a 5 ou 6 millions d'années, un singe a changé la donne. L'Ardipithèque a fait son entrée dans l'histoire de notre évolution. Il possédait un talent très particulier, la bipédie. En effet, il s'agissait là de l'un des premiers singes à marcher sur 2 pieds, ce qui a probablement suscité la plus grande circonspection de la part de 16 compagnons primates. Les véritables vedettes, cependant, sont arrivées il y a environ 4 millions d'années. C'est l'équipe des Australopithèques, les premiers membres de la sous-tribu des Hominina, notre tribu à nous. Qu'est-ce qui les rendait si spéciaux? Eh bien, probablement le fait qu'ils soient venus aussi bien équipés, d'outils en pierre, pour être précis. Il semble qu'à un moment donné de leur évolution, ces astucieux primates aient commencé à utiliser la pierre pour se faciliter la vie. Maintenant, voici un tournant crucial de notre histoire. Il y a environ 2 millions d'années, nos ancêtres ont été confrontés à une famine de grande ampleur. La survie du plus fort était alors le mot d'ordre, et 2 stratégies ont vu le jour. Le premier groupe a opté pour des mâchoires plus puissantes, ce qui lui a permis de mâcher des aliments coriaces comme les noix. Le second groupe a eu une toute autre idée. Il a opté pour des mâchoires plus faibles, mais des cerveaux plus gros. Il voulait avoir accès à une plus grande variété d'aliments. Évidemment, c'est le groupe au cerveau le plus développé qui l'a emporté. Et c'est là que notre équipe entre en jeu. Il y a environ 2,5 millions d'années, un type de primate surnommé l'homme habile a marqué l'histoire. Ces créatures intelligentes avaient un plus gros cerveau et savaient comment utiliser ces neurones à bon escient. Puis, il y a environ 1,9 million d'années, une nouvelle étoile est apparue au firmament, l'Homo erectus. Ces créatures ne se contentèrent pas de marcher debout.
Elles avaient aussi un cerveau presque 2 fois plus gros que celui de l'Homo habilis d'antan. Ils ont pris le monde par surprise, en devenant les premiers de nos ancêtres à s'aventurer hors du continent africain. Ils savaient même apprivoiser le feu. Il y a environ 700 000 ans, le monde a ensuite connu une révolution culinaire, lorsque les premières traces de cuisine sont apparues. Et il y a environ 500 000 ans, nos ancêtres ont décidé qu'il était temps de devenir esclaves de la mode en arborant les premières traces de vêtements. Notre propre espèce est née il y a seulement 300 000 ans. Je t'avais bien dit qu'on était à la traîne. Mais le monde n'a plus jamais été le même après l'apparition de l'Homo sapiens, l'homme moderne sur le plan anatomique. Aux côtés d'autres membres de notre famille, nous avons émergé, prêts à conquérir le monde avec nos esprits novateurs et nos sociétés complexes. Le cheminement exact de notre évolution reste un peu mystérieux. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que les Néandertaliens se sont joints à la fête à un moment ou à un autre. L'essor de l'Homo sapiens s'est accompagné d'un développement des capacités linguistiques. Le langage moderne serait apparu presque en même temps que notre espèce. Nous avons commencé à nous exprimer, à partager des histoires et à façonner le monde avec nos mots. Et voilà le travail. Il aura fallu 13,8 milliards d'années d'histoire cosmique pour que les humains fassent leur entrée. Réfléchis-y. 99% du temps écoulé depuis le Big Bang, nous n'étions même pas là. Notre espèce, l'Homo sapiens, est la petite dernière de la famille Terre et n'existe que depuis une infime partie du temps alloué à l'univers. Pourtant, en un clin d'œil, nous avons réussi à démêler toute l'histoire qui nous a menés à notre propre existence. L'histoire ne s'arrêtera pas avec nous. C'est une saga en cours qui s'écrit à chaque instant. Tartessos, une société mystérieuse et très avancée qui a autrefois prospéré, puis disparu soudainement sans crier gare. Mais avant leur disparition totale, ils ont accompli des rituels étranges, comme s'ils cherchaient à se protéger de quelque chose. Qu'a-t-il bien pu leur arriver? Essayons de le découvrir ensemble. Nous nous rendons dans le sud-ouest de l'Espagne, il y a environ 2500 ans. Autrefois se trouvait ici une splendide cité, le centre de commerce de Tartessos. Imaginez un temple au cœur d'une ville désertée, un édifice monumental de 2 étages à couper le souffle. Une puissante odeur de viande grillée emplit l'air et la fumée s'élève haut dans le ciel, embaumant tout le sanctuaire. Le soleil s'est déjà couché. Il est temps de se préparer pour le rituel. Nous pénétrons dans l'ancienne salle monumentale. À l'intérieur, des centaines de personnes se rassemblent autour d'une longue table en bois, ornée de poteries délicates et de bols faits de bronze. Ils boivent et festoinent. Ces gens s'amusent bien plus que les animaux à l'extérieur du bâtiment qui sont en train d'être préparés pour le rituel. Chevaux, vaches, cochons, ânes et même des chiens. Tous ont été amenés ici pour apaiser les divinités. Et ce qui se passe après le rituel est encore plus incroyable. À la fin de la cérémonie, les gens saisissent des torches et incendient tout le bâtiment. Tout est réduit en cendres et en braises rougeoyantes. Et lorsque les dernières s'éteignent, on attrape des pelles et on commence à ensevelir l'endroit. Il leur faudra plusieurs jours pour enfouir l'ancien sanctuaire sous des tonnes de terre. Ils travaillent sans relâche. À certains endroits, l'épaisseur des couches de boue et d'argile atteindra plus de 4 mètres. Puis, ces gens, les derniers Tartésiens connus, quittent simplement l'endroit et disparaissent de notre monde, pour toujours. Mais que s'est-il passé? Pourquoi ont-ils fait tout cela? Commençons par le commencement. Tartessos a été mentionné pour la première fois dans des textes grecs et romains il y a plusieurs milliers d'années. Mais pendant longtemps, nous ne savions pas exactement de quoi il retournait. Toutes ces descriptions étaient aussi confuses que contradictoires. Certains archéologues pensaient que Tartessos était un port maritime. D'autres croyaient qu'il s'agissait d'une rivière ou d'un réservoir. Certains allaient même jusqu'à suggérer un lien avec la mythique Atlantide, une idée vite rejetée par la communauté scientifique, faute de preuves. Mais aujourd'hui, enfin, nous connaissons la vérité. Tartessos était une ancienne civilisation située sur la péninsule ibérique, l'une des régions les plus méridionales d'Europe. Elle a prospéré du 9e au 5e siècle avant Jésus-Christ, avant de disparaître soudainement, il y a environ 2500 ans. Cette civilisation était prospère.
La région possédait d'importantes réserves de métaux, se favorisant une économie florissante. De l'argent, du cuivre, du plomb et d'autres ressources étaient extraits des montagnes locales de la Sierra Morena. Presque tous les habitants s'adonnaient au commerce, une activité répandue chez eux. N'est-il pas étrange qu'il reste si peu de traces de leur existence? Peu de monuments de leur culture ont subsisté jusqu'à aujourd'hui. En tout, les scientifiques ont pu identifier environ 20 sites archéologiques liés à Tartessos à travers toute l'Espagne. 3 d'entre eux ont été mis au jour dans la vallée du Guadiana: Concho Roano, Casas del Turuñuelo et La Mata. Commençons par le premier. Concho Roano a été découvert en 1978. Cette trouvaille est l'une des pièces les plus significatives du puzzle tartessien. Il s'agit de l'une des structures les mieux conservées de cette civilisation. Non seulement les murs ont survécu jusqu'à nos jours, mais également l'autel, le fossé qui l'entourait et plusieurs artefacts, tels que des bijoux et des gobelets. C'était un bâtiment carré entouré d'un profond fossé rempli d'eau. Et pour être honnête, nous ne connaissons toujours pas sa fonction exacte. Nous supposons simplement qu'il pourrait s'agir d'un ancien temple. Certains rituels y étaient pratiqués, comme l'incendie du temple suivi de son ensevelissement sous d'épaisses couches de sable et d'argile. On y a même laissé quelques précieux artefacts, comme des outils et des bijoux en or. Passons à la découverte suivante. Casa del Turuñuelo est également l'un des complexes de cette époque les mieux préservés de tout le bassin méditerranéen occidental. Découvert il y a seulement quelques années, en 2015, il n'a pas encore été entièrement étudié. Mais nous savons déjà que cet endroit était plutôt étrange. Casas del Turuñuelo était un bâtiment somptueux et non un simple campement. On parle d'un lieu à l'architecture monumentale et impressionnante, avec de vastes escaliers, des voûtes au plafond, des matériaux raffinés venus de tout le pourtour méditerranéen, et les toutes dernières technologies de construction. C'était censé être un lieu de pouvoir, peut-être même un palais. Et oui, cet endroit est également devenu le décor de terribles rituels. On ne sait pas vraiment si les Tartessiens avaient dans l'intention de détruire ce lieu magnifique dès le début, mais c'est ici qu'ils ont réalisé le plus grand rituel de la région, impliquant plus de 50 animaux, y compris les plus précieux, les chevaux, qui étaient leur seul moyen de transport. Le fait qu'ils aient de sacrifier leurs chevaux peut indiquer qu'ils prévoyaient de rester ici pendant un certain temps. Peut-être espéraient-ils apaiser les dieux et s'établir sur ces terres. Le rituel a été réalisé exactement tel qu'ils le souhaitaient. Et, tout comme Concho Roano, l'endroit a également été incendié. Une fois le rituel achevé, les habitants ont enseveli le site et sont repartis, disséminés à travers la péninsule ibérique. Aujourd'hui, c'est un lieu tranquille et déserté. Tout comme Concho Roano, il se dresse ici intact depuis plus de 2000 ans. Notre dernière découverte est celle de la Mata, mise au jour bien plus tôt que les deux autres, en 1930. La ressemblance entre elles est frappante, car la Mata a connu le même sort. Elle a été incendiée et oubliée pendant des siècles. Tout cela reste très étrange. Il semble que les Tartessiens fuyaient quelque chose. Peut-être que des événements les ont poussés à construire ces salles de banquet et à organiser des rituels à grande échelle. Ils ont pu croire que les dieux s'étaient détournés d'eux et auront tenté de les apaiser. Mais hélas, cela n'a pas fonctionné. En conséquence de quoi, ils ont été contraints de quitter leur temple et ont vite disparu à jamais. Et d'ailleurs, pourquoi ont-ils disparu après tout? Eh bien, c'est un autre mystère de cette civilisation. Une des questions les plus importantes est: savaient-ils qu'ils allaient disparaître ou cela a-t-il été inattendu? Ont-ils essuyé une catastrophe soudaine à laquelle ils tentèrent d'échapper? Ou était-ce autre chose? Les scientifiques ont plusieurs théories à ce sujet. La première théorie avance que plusieurs grands tremblements de terre et tsunamis consécutifs auraient pu se produire dans la région. Ces catastrophes naturelles auraient détruit ces peuplements et fortement démoralisé les survivants. Peut-être cherchaient-ils à échapper à cela. Une autre théorie évoque certains problèmes d'ordre commercial. Étant riches en minerais et dépendants de leur économie, tout problème à ce niveau aurait pu entraîner de graves difficultés. S'ils avaient connu une crise minière,
Alors, les relations entre différentes nations auraient en pu se détériorer considérablement, rendant la situation très difficile. La vérité se trouve probablement quelque part entre ces théories. La plus récente suggère qu'au VIe siècle avant Jésus-Christ, un tsunami de grande ampleur aurait frappé le port de Tartessos, endommageant gravement l'économie et détériorant les relations de Tartessos avec ses voisins. Quoi qu'il en soit, tout cela relève de la spéculation. Ce site est une véritable mine d'or pour les archéologues. Il renferme une quantité immense d'informations et de secrets qui attendent encore d'être dévoilés. Les Tartésiens n'avaient aucune idée qu'en enterrant leurs artefacts, ils offraient un cadeau inestimable aux futurs chercheurs. Et tandis que les scientifiques poursuivent leurs recherches, nous pouvons d'ores et déjà admirer les découvertes faites jusqu'à présent. Les amateurs d'histoire peuvent admirer des outils tartésiens, des figurines de chevaux et des pièces en ivoire décorées au musée archéologique de Badajoz. Espérons que dans le futur, les archéologues en apprendront davantage sur cette civilisation et que nous découvrirons enfin ce qui leur est arrivé. Nous ne qualifierions pas cette île de mystique sans les récits décrivant les géants qui l'habitent. L'île de Gozo, située à Malte, sert de toile de fond à une légende ancienne. Malte, nation insulaire nichée dans la mer Méditerranée, au sud de l'Europe, occupe une position stratégique exceptionnelle. Au fil de son histoire, elle a été gouvernée par de nombreuses civilisations, parmi lesquelles les Phéniciens, les Grecs, les Romains et les Carthaginois. Par une nuit glaciale, il y a plusieurs millénaires, un fermier aperçut le ciel viré à l'orange, puis au rouge, avant d'entendre un bruit sourd retentir. Bien que le sol tremblât légèrement, il ne s'agissait pas d'un séisme. En scrutant la forêt, il distingua une silhouette colossale, plus haute que les arbres. Approchant avec précaution, il réalisa qu'il s'agissait d'une femme, une géante, qui se présenta sous le nom de Sansuna. Contrairement aux terribles géants décrits dans de nombreux récits, Sansuna ne nourrissait aucune intention de détruire l'humanité. Bien au contraire, elle se montrait bienveillante et généreuse. Elle révéla aux fermiers que son peuple pouvait aider à défendre leurs terres contre les envahisseurs. Les habitants furent intrigués par cette proposition, d'autant plus que, située sur une route commerciale stratégique, Malte était fréquemment la cible d'invasions. La légende raconte que Sansuna s'installa à Malte et ne tarda pas à se mettre à l'œuvre. Mais son travail ne consistait pas en de simples tâches. Elle transportait des monolithes gigantesques sur son épaule pour édifier un temple monumental appelé Gantija, signifiant la tour des géants. Elle accomplissait cet exploit tout en portant, sur l'autre épaule, son enfant, mi-humain, mi-géant. Selon certains récits, Sansuna se nourrissait exclusivement de haricots et de miel, bien que d'autres substituent le miel par de l'eau. Ce qui prête à sourire, c'est que Malte, malgré sa modeste taille, 10e plus petit pays au monde, aurait été la terre d'accueil de géants. Allez comprendre. Le temple évoquait un immense jeu de Tetris, certaines pierres atteignant le poids impressionnant de 20 éléphants. Ces blocs monolithiques sont si massifs que les spécialistes estiment qu'il aurait fallu la force conjointe de 50 hommes pour en soulever un seul. Aussi captivante que soit cette histoire, les humains n'ont jamais prouvé l'existence réelle des géants, rendant ce récit hautement improbable. Certains textes anciens mentionnent brièvement une espèce de géant appelé Néphilims. Ces derniers auraient été des colosses terrifiants, responsables de nombreux ravages sur Terre, avant de disparaître au moment du déluge. Cependant, aucune preuve tangible de leur existence n'a jamais été découverte, jusqu'à l'apparition d'un élément intrigant. L'archéologie maltaise a mis au jour plusieurs découvertes étonnantes au fil des années, dont l'une des plus marquantes est connue sous le nom de crâne de l'hypogée. Ce terme, d'origine grecque, signifie « souterrain ». Ce site extraordinaire fut découvert au cours de la première décennie du XXe siècle, lorsqu'un appel urgent parvint au directeur du Musée national de Malte. Des ossements remarquables avaient été déterrés par accident, nécessitant son expertise immédiate. L'hypogée se présentait comme une véritable ville souterraine, composée de labyrinthes et de salles réparties sur plusieurs niveaux. Ces structures avaient été taillées dans un calcaire similaire à celui utilisé pour les temples maltais situés en surface. L'hypogée regorgeait de précieuses reliques et d'artefacts inestimables. Les chercheurs ont rapidement établi que l'hypogée servait de lieu de dernier repos pour les habitants de l'époque. Parmi les découvertes figuraient de nombreux ossements, squelettes et surtout des crânes. Ces derniers n'étaient pas des crânes humains classiques, mais appartenaient à la catégorie dite allongée. Plus intriguant encore, ces crânes ont été dissimulés au public pendant de nombreuses années,
alimentant des spéculations et donnant naissance à une multitude de théories. Cette découverte a constitué un tournant pour l'archéologie maltaise, même si les scientifiques se sont retrouvés démunis face à cette énigme. Certains se sont interrogés sur l'origine de ces crânes, se demandant s'ils étaient naturels ou avaient été altérés, en sachant que certaines cultures utilisaient des techniques de déformation crânienne. D'autres chercheurs ont évoqué des hypothèses plus audacieuses, allant des petits hommes gris aux géants légendaires. Certains suggèrent même que ces crânes allongés pourraient être des sculptures dédiées à des divinités venues d'ailleurs. Faute de preuves pour confirmer ces théories, une question demeure. Qui étaient réellement les bâtisseurs des temples mégalithiques de Malte? Examinons les faits établis par les scientifiques. Les temples mégalithiques de Malte se dressent depuis 3500 ans avant notre ère, ce qui les rend encore plus anciens que les pyramides d'Égypte. La véritable énigme réside dans le fait que ces édifices aient été érigés bien avant l'apparition de l'écriture. Pourtant, leur construction nécessitait des compétences technologiques avancées que l'on peine à expliquer. Le temple de Gantija semble défier toute logique humaine par son ampleur. Le temple sud possède un couloir bordé de 4 salles ovales, évoquant la forme d'un grand trèfle. Dans l'une de ces salles, les archéologues ont découvert des autels ornés de motifs en spirale. Ces structures, vraisemblablement utilisées à des fins rituelles, témoignent de l'importance des pratiques spirituelles chez les premiers Maltais. Le temple nord, bien que similaire dans sa conception, est plus modeste et dispose d'une entrée si basse qu'elle oblige les visiteurs à se courber pour y pénétrer. Ce détail pourrait symboliser un geste de déférence envers les divinités vénérées en ces lieux. Il est difficile de ne pas s'interroger sur les raisons mystérieuses qui ont poussé ces bâtisseurs à créer un temple d'une telle envergure. Peut-être ont-ils enrôlé l'un dragon de Daenerys pour déplacer ces monolithes? Bien sûr, il ne s'agit que d'une plaisanterie. Mais saviez-vous que les célèbres portes de Medina, à Malte, avaient servi de décor pour Port-Réal dans l'épisode 3 de la première saison de Game of Thrones? Quoi qu'il en soit, revenons aux géants. La théorie selon laquelle ces lieux avaient une vocation rituelle a gagné en crédibilité lorsque les archéologues ont mis au jour des figures énigmatiques surnommées les Dames Grasses. Ces petites statues, au corps rond et au visage reflétant une grande joie de vivre, semblent-tu témoigner d'un certain hédonisme. Ces statues rappellent étrangement une version miniature de Sunsuna, la géante évoquée précédemment. Les scientifiques estiment qu'elles figuraient probablement le bien-être et la prospérité. Leur existence atteste non seulement des compétences artisanales avancées des anciens Maltais, mais aussi de l'intentionnalité de leur construction et de leurs créations artistiques. L'une de ces œuvres, connue sous le nom de « La Dame endormie », est une pièce d'art néolithique représentant une femme de forte corpulence, allongée sur le côté, semblant dormir paisiblement. Après des analyses approfondies, les chercheurs ont supposé qu'elle incarnait la grande faucheuse. Découverte dans l'hypogée, un vaste lieu de sépulture, cette statue se distingue des autres Dames Grasses, notamment par sa coiffure et sa jupe ornée de broderies. Une autre statue intrigue particulièrement. Elle représenterait une femme mesurant 2,50 m de hauteur, accompagnée d'un fragment du bord de sa jupe. Sa découverte, pour le moins inhabituelle, remonte à 1915, lorsqu'un agriculteur, gêné dans son travail par de larges blocs de pierre, invita le directeur du Musée national de Malte à venir les examiner. Pour certains, cette trouvaille constitue la preuve de l'existence de Sunsuna, tandis que d'autres restent sceptiques. Et ce n'est pas tout. L'endroit où cette statue gigantesque a été trouvée abritait l'un des sites archéologiques les plus impressionnants de Malte, les temples de Tarsien. Construits à partir de blocs de calcaire, certains mesurent dans 6 mètres de haut et pèsent environ 20 tonnes. En poursuivant ces fouilles, le directeur du musée, un certain Zamit, découvrit plusieurs sites similaires, tous composés de pierres mégalithiques. Ces structures, attribuées à des agriculteurs de l'âge de pierre ayant vécu sur une île isolée de la Méditerranée il y a des milliers d'années, défient toute logique. Il suffit d'observer les temples de Mnajdra. Il pourrait y bien représenter le tout premier calendrier au monde. Lors des équinoxes, le soleil traverse directement l'entrée principale et éclaire l'axe central du temple. Quant aux solstices, ils offrent 2 variations remarquables. Pendant le solstice d'été, les rayons illuminent le bord du mégalithe, situé à gauche de l'entrée, tandis qu'en hiver, ils se déplacent vers la droite. C'est là une démonstration fascinante de précision astronomique. Et que dire des structures de halles tarxiens, déjà mentionnées? Ce complexe est considéré comme le plus ancien de tout Malte. Il a été édifié pour permettre des offrandes animales aux divinités. Une théorie confirmée par la découverte de nombreux ossements enfouis dans le sol.
Les fouilles ont également révélé une riche collection de motifs en spirale, suggérant que les habitants utilisaient également cet espace pour des rituels religieux. Au total, Malte abrite 7 temples mégalithiques, chacun surpassant les autres en magnificence. Les archéologues poursuivent leurs recherches, espérant percer leurs mystères, comme cela se fait encore pour les pyramides d'Égypte, les cités mayas disparues d'Amérique, ou d'autres sites énigmatiques à travers le monde. Vous vous promenez dans la rue. Vous apercevez une boutique d'antiquités au l'aspect étrange et appelée « Les trésors intemporels de Monsieur Sympa ». Vous êtes curieux, alors vous y entrez. Vous regardez toutes ces choses bizarres. Soudain, un vieux rouleau de parchemin attire votre attention. C'est une carte du monde. Mais quelque chose ne va pas. Au lieu de montrer les pays tels que vous les connaissez, elle indique l'emplacement de civilisations mythiques perdues et de leur monde. Monsieur Sympa, le propriétaire de la boutique, arrive à vos côtés après avoir réalisé votre trouble. Cette carte ne vous permettra sûrement pas de retrouver ces lieux, mais je peux vous raconter les légendes qui les entourent si vous le souhaitez, déclare-t-il. Permettez-moi de commencer par l'Atlantide. Vous pourriez la connaître comme étant le royaume sous-marin d'Aquaman, mais en réalité, l'île fictive de l'Atlantide a été introduite pour la première fois dans 2 des œuvres de Platon. D'après lui, Atlantis était une civilisation hautement avancée et qui aurait existé environ 9000 ans avant son propre temps. Son histoire aurait été transmise par les poètes, philosophes et autres dramaturges. Platon a écrit au sujet de l'Atlantide et de ses habitants, afin d'illustrer une morale, et pour mettre en garde contre les dangers de l'arrogance ainsi que la chute inévitable de ceux qui cherchent à accumuler trop de pouvoir. Dans ces dialogues, Platon décrivait l'Atlantide comme un grand et puissant empire, craint et respecté dans toutes les parties du monde. Elle avait été fondée par des êtres qui étaient mi-humains et mi-divins, et elle est très rapidement devenue une puissance navale de premier ordre. L'île regorgeant d'or, d'argent et d'autres métaux précieux, cela a très certainement aidé leur cause. Mais en plus de cela, elle était également connue pour son architecture, à couper le souffle, et sa technologie à nul autre égale, ainsi que pour ses innombrables animaux rares et exotiques. Les Atlantes étaient fiers de leur prodigieux accomplissement et de la perfection atteinte par leur civilisation. Mais cet excès d'orgueil allait causer leur perte. Ils se pensaient tellement supérieurs qu'ils auraient pu prendre le contrôle de n'importe quelle nation. Cela les a amenés à conduire une série d'invasions. Ils ont ainsi conquis de nombreuses terres de la Méditerranée. Mais lorsque le moment est venu d'entrer dans Athènes, les Athéniens les ont repoussés avec une force extraordinaire, de sorte que les Atlantes ont finalement été défaits. Platon affirmait que les dieux se sont alors mis en colère contre les Atlantes en raison de leur méchanceté, de leur cupidité et de leur manque de morale, si bien qu'elles les ont punis en déclenchant des tremblements de terre qui ont fait sombrer l'Atlantide sous les flots. Bien que les premières traces écrites de l'Atlantide soient les œuvres de Platon, certaines personnes croient toujours que son histoire est basée sur des faits concrets et ont essayé d'identifier l'île de l'Atlantide sur la base de pays réels. Certains ont suggéré qu'elle aurait pu être située en Méditerranée, près des côtes espagnoles ou italiennes. D'autres encore pensaient qu'elle aurait pu se trouver dans les Caraïbes, au large de l'Amérique centrale ou de l'Amérique du Sud. Mais il n'existait aucune preuve tangible permettant d'étayer ces affirmations. Une théorie en particulier a semblé plus plausible que toutes les autres. Située dans la mer Égée, l'île de Santorin était le foyer d'une culture minoenne très avancée. Cependant, en raison d'une énorme éruption volcanique, cette société avait été détruite il y a environ 3600 ans, provoquant la disparition soudaine de la civilisation minoenne. Ce similitude entre les Atlantes fictifs et les Minoens historiques ont fait de Santorin la parfaite candidate pour toutes ces spéculations. Pourtant, quelques incohérences majeures persistaient, comme le fait que le moment où Platon replace la destruction de l'Atlantide ne coïncide pas du tout avec celui de l'éruption de Santorin. Ainsi, l'Atlantide continue de n'être considérée comme rien de plus qu'une légende populaire dans le monde scientifique. Progressons maintenant sur la carte en direction du Septentrion, poursuit Monsieur Sympa. Selon la mythologie celtique bretonne, il existait autrefois une ville magnifique appelée Oise, également connue sous le nom de Caeris, et qui surplombait la fameuse baie de Douarnenez en Bretagne. Elle aurait été la cité la plus prospère de tout l'Atlantique. Elle était surtout célèbre pour ses jardins somptueux et ses majestueux édifices. Et tous ses sujets y vivaient heureux et jouissaient du plus grand confort. Dahut, qui était la fille du roi Gradelon dans les légendes et la littérature bretonne, nourrissait un amour profond pour l'océan.
Elle avait supplié son père de construire une ville au bord de la mer, et c'est ainsi que la ville d'Ys avait été fondée. Elle était bien loin de se douter qu'elle se rendrait responsable de la destruction du cadeau tant chéri que lui avait fait son père. Car voyez-vous, comme la ville était entourée par les flots, il fallait bien qu'elle soit protégée par une digue, flanquée de nombreuses écluses, et ses portes ne pouvaient être ouvertes qu'à marée basse. Et le seul à posséder les clés de ces portes n'était autre que le roi lui-même. Un jour, un beau chevalier vêtu de rouge parvint à la ville, mais ne put en franchir les portes. La princesse d'Ahut était tant éprise de lui qu'elle voulut le laisser entrer. Elle n'ignorait pas que son père était le gardien de l'unique clé de la ville. Alors elle se faufila dans sa chambre pour la lui dérober. Puis elle la confia à son beau chevalier, afin qu'il puisse pénétrer dans la cité et que tous deux puissent enfin naître ensemble. Cependant, le chevalier rouge s'avéra être le diable en personne, et il laissa intentionnellement la porte ouverte face à la mer déchaînée. Les vagues eurent tôt fait d'engloutir tout Kérys. Le roi Gradlon parvint à s'échapper sur son cheval magique, mais pas sa fille. Elle fut transformée en une sirène maléfique, condamnée à attirer les marins vers leur perte. Aujourd'hui, si vous vous rendez à Quimper, en Bretagne, vous pouvez y trouver la statue du roi Gradlon chevauchant son destrier. Bien que la ville d'Ys ne soit qu'une légende, certains habitants de la côte bretonne racontent que les jours où les eaux sont calmes, vous pouvez encore entendre le carillon des cloches de la ville profondément sous la mer, si vous tendez l'oreille. Monsieur Sympa pointe ensuite l'océan Indien sur la carte et dit « Maintenant, avez-vous déjà entendu parler du continent perdu de Lémurie ?» Au milieu du XIXe siècle, quelques savants ont suggéré qu'il existait autrefois un continent dans l'océan Indien, quelque part près du sud de l'actuel Sri Lanka. Le premier à populariser cette théorie aura été l'avocat britannique et zoologiste Philip Lutley Sclater. Dans son article « Les mammifères de Madagascar », il a prétendu avoir retrouvé des fossiles de lémurs en Inde plutôt qu'en Afrique. Cependant, cette découverte était proprement bouleversante pour lui, eu égard au fait que la terre d'origine des lémurs, Madagascar, se trouvait beaucoup plus proche de l'Afrique. Il a donc avancé que tout cela n'était possible que si un continent plus grand avait un jour connecté les deux. Il a suggéré que ce continent avait dû finalement sombrer au fond de l'océan. Il l'a ensuite baptisé la Lémurie, et ainsi est née cette théorie. Les chercheurs qui ont succédé à Sclater ont poussé sa théorie un peu plus loin, en avançant que la Lémurie aurait aussi été le foyer d'une race éteinte d'humains, appelés les Lémuriens, lesquels avaient 4 bras et d'énormes corps, et étaient également les ancêtres des humains modernes, ainsi que des petits lémurs contemporains. Bien entendu, au fur et à mesure que de nouvelles découvertes scientifiques ont été faites sur la tectonique des plaques, l'évolution des espèces et l'étude de l'ADN, les théories concernant le continent fictif de Lémurie ont été réfutées. La dernière terre de légende sur notre carte est Agartha, annonce Monsieur Sympa. Prenant ses racines dans le mysticisme oriental, une légende raconte qu'il existerait un royaume répondant au nom d'Agartha, et qui se trouverait profondément enfoui sous la surface de la Terre. C'est là que les 4 coins du monde seraient reliés par des chemins et des tunnels. On murmure qu'il existerait une entrée secrète vers Agartha, cachée dans le désert de Gobi, et qu'elle aurait été construite par les Agarthiens eux-mêmes en utilisant une technologie si avancée qu'elle ne pourrait pas être détectée par nous autres, les gens de la surface. Selon certaines croyances, Agartha existerait pour contrebalancer l'énergie du monde du dessus. Alors que nous vivons dans un état de précipitation et d'émotions exacerbées, ce monde sous nos pieds en serait l'exact opposé. D'aucuns affirment même que ceux qui ont échappé à la destruction de l'Atlantide se seraient réfugiés ici pour continuer leur vie au cœur de la Terre. Et pourtant, d'autres pensent qu'il s'agirait en réalité d'une contrée grouillante de toutes sortes de monstres. Mais il n'y a pas lieu d'avoir peur, puisque la science moderne a prouvé que le noyau terrestre était tout sauf creux, mais plutôt une boule de fer solide surchauffée. Vous pouvez donc d'ores et déjà annuler vos projets de voyage vers le centre de la Terre. Merci, Monsieur Sympa. Des objets étranges et incroyables sont parfois découverts, mais comprendre tout ce que manigançaient nos ancêtres peut s'avérer assez difficile. Surtout quand tout ce que vous avez, ce sont quelques tessons de poterie et des peintures rupestres. Il n'est donc pas si surprenant que même les experts en blouse blanche commettent parfois quelques erreurs. Mais ce n'est pas qu'une question de vaisselle poussiéreuse et de gros cailloux. Parfois, on trouve carrément des restes humains à la tête énorme.
Alors, attrapez votre matériel de fouille et retournons dans les temps anciens pour découvrir des sociétés incroyables que les chercheurs ne parviennent toujours pas à expliquer. La Sardaigne peut sembler idyllique aujourd'hui, mais pour être honnête, je n'aurais vraiment pas voulu la visiter il y a 3000 ans. Certaines rumeurs prétendent que d'horribles géants erraient sur cette île à l'époque. On évoque même la découverte de squelettes humains de plus de 4 mètres de haut, bien que personne n'ait jamais apporté de preuves concrètes. Mais ces histoires soulèvent quand même quelques questions, car des choses étranges se sont certainement produites là-bas. En 1974, plus de 5000 fragments d'artefacts en pierre ont été retrouvés dans une partie de l'île, appelée Mont Prama. Mais au lieu d'être exposés dans un musée, on les a enfermés dans un coffre-fort souterrain pendant près de 30 ans. Cela semble un peu suspect, n'est-ce pas? Lorsqu'ils ont finalement été déplacés en 2005, les scientifiques ont rassemblé les pièces du puzzle pour révéler les statues de 38 géants, chacun mesurant 2,40 mètres de haut. Pas aussi grands que nos squelettes légendaires, mais tout de même assez massifs. On pense que ces statues ont été façonnées par la culture nuragique, qui peuplait cette île il y a bien longtemps. En plus de ces statues, ils ont également érigé plus de 8000 structures de pierre. Peut-être que le peuple des Nurags n'était pas eux-mêmes des géants, mais ils aimaient clairement voir les choses en grand. Nous aussi, d'ailleurs, comme un grand nombre de j'aime sous nos vidéos, ce serait vraiment sympa. Merci d'apprécier notre contenu. Et maintenant, revenons à la vidéo. Vous et moi sommes assez intelligents, mais nous ne sommes peut-être pas les humains les plus futés à avoir jamais vécu. En fait, nous ne sommes peut-être même pas l'espèce la plus intelligente. Depuis 1913, des restes de crânes retrouvés en Afrique du Sud ont suggéré l'existence d'un concurrent potentiellement plus intelligent que nous, baptisé l'homme de Boskop. Cette espèce semblable à l'homme pourrait avoir existé aussi récemment qu'il y a près de 10 000 ans. Leurs crânes suggèrent qu'ils avaient de très grosses têtes, ce qui signifie que leur cerveau aurait pu être jusqu'à 30% plus gros que les nôtres. Waouh! Leur QI moyen aurait ainsi pu atteindre les 149 points, ce qui les placerait parmi les 0,5% des gens les plus intelligents aujourd'hui. Mais si le cerveau des hommes de Boskop était tellement plus développé, pourquoi ne sont-ils plus parmi nous? Eh bien, plus grand ne signifie pas toujours meilleur, vous savez. Nos cerveaux sont beaucoup plus conséquents que ceux de nos cousins primates, principalement dans le cortex préfrontal. Cette partie participe à des tâches complexes comme prendre des décisions, se souvenir des choses à court terme et être conscient de nous-mêmes. Les parties du cerveau qui régissent nos sens et nos mouvements, elles, n'ont pas vraiment beaucoup grandi. Peut-être les Boskops passaient-ils trop de temps à méditer sur le passé plutôt qu'à accomplir des choses pratiques comme la chasse. Mais tout cela n'est que supposition. Nous ne savons pas vraiment ce qui est arrivé à nos cousins à grosse tête. Certains soutiennent même que les Boskops n'étaient guère différents de nous, les seules preuves étant ces fameux morceaux de crâne. La jungle est immense. Saviez-vous que la forêt amazonienne abritait environ 30% de toutes les espèces de plantes et d'animaux du monde? C'est impressionnant. Cependant, l'histoire d'une espèce humaine locale a longtemps intrigué les scientifiques. La mystérieuse civilisation Khazarabe a vécu ici pendant des centaines d'années, avant de disparaître aux alentours de 1400 après Jésus-Christ. On pensait que l'Amazonie ne comptait que quelques tribus disparates. Mais récemment, nous avons découvert de grandes formes inhabituelles gravées dans le sol et appelées géoglyphes. Ces derniers peuvent s'apparenter à de simples fossés peu profonds. Mais ce sont en réalité les vestiges d'une vaste civilisation qui s'étendent sur 1000-3000 km² et comprennent environ 450 symboles, certains larges de 400 mètres. C'est époustouflant. Ils étaient probablement flanqués de lieux cérémoniels et auraient pu accueillir jusqu'à 1 million d'individus il y a à peine 600 ans. Grâce à de nouvelles technologies, comme le LIDAR, qui utilise un laser inoffensif pour cartographier la forêt sans lui nuire, nous pouvons explorer plus en profondeur. En 2019, le scanner a montré des kilomètres de routes et de sentiers surélevés, et même des pyramides de plus de 20 mètres de hauteur. On a découvert 26 zones de peuplement distinctes, dont 2 mesuraient au moins 100 hectares chacune. Ça représente la superficie de 330 terrains de football.
On ignore ce qui est arrivé à la civilisation Khazarabê, mais il n'est pas à exclure que les conquistadors en soient responsables. Peut-être que l'ancienne civilisation la plus déroutante est celle dont nous n'avons jamais réellement trouvé de traces. Oui, je parle bien de l'Atlantide, cette grande cité qui a supposément sombré dans l'océan. Les premières mentions de l'Atlantide nous viennent du philosophe grec Platon, qui évoquait une grande cité proche du détroit de Gibraltar. Mais pendant des siècles, tout le monde a simplement pensé que Platon l'avait imaginé de toutes pièces, comme une version idéalisée de son Athènes natale. Alors pourquoi, environ 12 000 ans après sa disparition présumée, nous demandons-nous encore si elle pourrait avoir existé? Eh bien, au XIXe siècle, Ignatius Donnelly, un membre du Congrès américain, a écrit un livre donnant 13 raisons pour lesquelles il pensait que l'Atlantide était plus qu'un simple mythe. Puis, en 1965, certaines personnes ont cru avoir réellement retrouvé l'Atlantide en découvrant la structure de Richa, un dôme géologique massif de 40 km de diamètre en Mauritanie. Il est si grand que l'on ne peut en observer l'ensemble que depuis l'espace. 2 astronautes survolant le désert du Sahara ont repéré cet œil gigantesque qui les regardait en retour et ont pensé qu'il s'agissait là d'une découverte majeure. Hélas, il n'y a aucune preuve tangible qui connecte cette structure à l'Atlantide. On pense qu'elle se serait formée à partir d'une activité volcanique il y a environ 100 millions d'années. Mais cela semble un peu trop pratique, n'est-ce pas? Malheureusement, nous ne sommes pas plus proches de connaître la vérité. Imaginez-vous retourner à environ 3300 avant Jésus-Christ et vous retrouver en Asie du Sud. Laissez-moi vous présenter la civilisation harapéenne. Ces gens étaient très en avance sur leur temps. Ils occupèrent des cités comme Harappa et Mohenjo-Daro, dotées de maisons en briques, de systèmes d'égouts sophistiqués et même de bains publics. Cet endroit aurait pu abriter plus de 5 millions d'individus, ce qui en ferait l'une des régions les plus densément peuplées de son temps. Ils avaient également inventé un système de poids standardisé qui était incroyablement utile aux négociants. Et ils pratiquaient le commerce. Leurs contacts s'étendaient jusqu'au Moyen-Orient grâce à leur maîtrise de la métallurgie. Ils avaient même développé le pendant antique des grandes marques. Des sceaux étaient utilisés pour marquer l'argile de leurs marchandises. En dépit de leurs avancées et de leur prospérité, leur langue et leur alphabet restent entourés de mystères. Nous avons des fragments de leur écriture, mais personne n'est encore parvenu à les déchiffrer, même avec toute la technologie dont nous disposons aujourd'hui. Nous ne savons toujours pas exactement comment fonctionnait leur société. Il semble qu'ils n'étaient pas aussi préoccupés par leur statut social que d'autres civilisations. Pas de grands palais ou de monuments grandioses. Au lieu de cela, leur plus grande structure aurait été des greniers, ce qui était sûrement plus pratique. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Autour de 1800 avant Jésus-Christ, cette civilisation florissante a commencé à décliner, peut-être en raison de changements dans les cours d'eau. Alors que leur environnement changeait de face, les Harapéens ont fait leurs valises et se sont dirigés vers des terres plus hospitalières. Avez-vous déjà entendu parler du Minotaure? La bête à tête de taureau et au corps d'homme, pourchassant les valeureux aventuriers dans un dédale sans fin. Eh bien, ce n'est pas n'importe quelle vieille histoire. C'était l'un des drames les plus populaires du monde antique, et il s'inspirait de cet endroit, l'île de Crète. Les Minoens vivaient là pendant l'âge du bronze. Ils avaient de magnifiques palais, d'incroyables fresques et une culture si riche qu'elle fascine encore les historiens à ce jour. Ils ont érigé des lieux comme le palais de Knossos, qui était si complexe, avec ses bâtiments à plusieurs étages et ses couloirs élaborés, qu'il aurait pu inspirer tout le mythe du labyrinthe. Leur ingénierie était tellement en avance sur son temps que même leur système d'évacuation était plus avancé que ce dont beaucoup d'entre nous disposent aujourd'hui. L'histoire du Minotaure a également inspiré la trilogie Hunger Games. L'idée d'envoyer des héros pour combattre découle directement des prisonniers envoyés en tribu pour affronter le Minotaure. Faites-nous savoir dans les commentaires quelle était l'histoire qui vous fascine le plus, et merci d'avoir regardé. Supposons qu'une autre espèce, humanoïde ou delphinoïde, ait pu exister il y a des millions d'années. Comment retrouver sa trace?
Dans un épisode de Doctor Who, il était question d'une civilisation industrielle non humaine ayant existé sur Terre bien avant nous. Ces reptiles, appelés Siluriens, furent contraints de s'enfoncer dans les profondeurs de la Terre à la suite d'une hausse catastrophique des températures. Ils y survécurent pendant des siècles. C'est ce qui a incité les scientifiques à créer l'hypothèse silurienne. S'il existait une civilisation avancée avant la nôtre, nous devrions en trouver les traces quelque part. Eh bien, essayons. Le climatologue Gavin Schmidt et l'astrophysicien Adam Frank ont décidé de se pencher sur la question. Toute civilisation technologiquement avancée est avide d'énergie. Ces scientifiques recherchent donc des effets globaux qui laisseraient une trace importante. Par exemple, des indices de processus industriels à grande échelle, comme les usines et les fabriques, et leurs résidus. Vient ensuite la question de la durée de vie de ces civilisations. Si elles ont existé sur une longue période, nous devrions rechercher des signes durables, tels que des résidus de combustion de matières fossiles, des extinctions massives, des substances chimiques synthétiques non présentes dans la nature et même des traces de fission nucléaire. En fait, nous devrions rechercher toutes les choses que l'homme laisse aujourd'hui derrière lui comme preuve de ses activités. Malheureusement, ces preuves ne sont pas si faciles à trouver. Imaginons un scénario inquiétant. L'humanité disparaît soudainement. Même si nous avons l'impression que nous avons apporté beaucoup de changements à notre planète, une civilisation future, dans des millions d'années, aurait du mal à trouver des vestiges de notre existence. Pourquoi ? Notre planète existe depuis 4 ou 5 milliards d'années. La vie complexe sur Terre existe depuis plus de 400 millions d'années. En comparaison, notre période industrielle n'a duré qu'environ 300 ans et nous n'avons toujours pas laissé de traces significatives. Nos archives sur l'histoire de la Terre sont pleines de lacunes, surtout si l'on remonte très loin en arrière. Le registre des fossiles ne contient que quelques éléments. Il est très sélectif et incomplet. En moyenne, un fossile apparaît tous les 10 000 ans, et les empreintes de dinosaures sont encore plus rares. Les montagnes s'élèvent, les océans changent, et la tectonique des plaques peut facilement effacer les traces de civilisations entières. Après quelques millions d'années, il y a de fortes chances que tout signe physique d'une civilisation ait disparu. Pour trouver au moins quelque chose, nous devons rechercher des éléments tels que des configurations sédimentaires anormales ou des taux isotopiques inhabituels. En outre, les fossiles se forment principalement dans l'eau, ce qui nous empêche de savoir quelle fut la destinée des créatures terrestres. Ainsi, même s'il existait il y a des millions d'années une société technologiquement avancée, et même si elle était beaucoup plus avancée que la nôtre, nous aurions beaucoup de mal à trouver des indices de son activité. Frank et Schmidt tentent de comprendre comment nous pourrions espérer en repérer les traces. La découverte de véritables villes serait la preuve ultime de l'existence d'une civilisation de type silurien sur Terre. Mais Adam Frank n'est pas très optimiste. Même aujourd'hui, nos villes représentent moins de 3% de la surface du globe. Il est donc facile de passer à côté des ruines d'anciennes cités. La survie d'une ville sur des dizaines de millions d'années dépend du niveau d'affaissement de la terre qui l'entoure. Elle peut soit se retrouver enfermée dans la roche, soit se voir érodée par la pluie et le vent. Ainsi, des lieux tels que le quartier français de la Nouvelle-Orléans ont plus de chances de figurer dans les archives géologiques que par exemple le quartier de Haight-Ashbury à San Francisco. En ce qui concerne la découverte d'objets anciens, les chances sont également assez minces. Aucun iPhone préhistorique ne survivrait sur des millions d'années, quel que soit son matériau. Trouver des restes fossilisés est peut-être un peu plus probable, mais cela reste problématique. Étant donné que l'homme moderne n'existe que depuis une centaine de milliers d'années, il est tout à fait possible que nous ne voyions tout simplement pas les traces d'une espèce plus ancienne et plus avancée. Mais tout n'est pas sans espoir. Nous pourrions tomber sur ces traces dans les roches. Notre époque chaotique actuelle pourrait laisser une marque dans l'histoire géologique de la Terre. D'autant plus que nous sommes en train de vivre un PETM 2.0. J'y reviendrai dans un instant. Les chercheurs s'efforcent donc d'étudier les changements dans le cycle du carbone. Depuis le XVIIIe siècle, l'activité humaine génère une grande quantité de carbone fossile. Il en résulte une marque particulière dans le rapport isotopique du carbone. Une sorte de signature qui montre la différence entre le carbone présent dans les êtres vivants, tels que les coquillages, et le carbone présent dans les roches volcaniques sans vie. Les scientifiques cherchent également à identifier des indices dans la disposition des sédiments. La présence de grands deltas côtiers peut signifier que des rivières artificielles furent autrefois creusées par les habitants d'une civilisation hypothétique. Des traces d'azote peuvent suggérer une agriculture à grande échelle, où l'on utilisait beaucoup d'engrais.
des pics de concentration de métaux dans les sédiments pourraient révéler la présence de rejets provenant d'industries lourdes. Bien entendu, une seule découverte de ce type ne nous apprendrait rien. Selon M. Schmitt, il convient de rechercher plusieurs signes à la fois. En l'absence d'artefacts incontestables, le caractère unique d'un événement ne peut être démontré que par une variété d'indices et non pas par une série de changements liés à une cause unique. Dans leur quête d'indices de type silurien, les scientifiques ont même décidé d'examiner la Lune. Certains astronomes s'étonnent que personne ne se soit penché sur la question auparavant. Ils ont même plaisanté sur la possibilité que des dinosaures ayant pu construire des fusées et laisser des traces sur la Lune ou d'autres corps célestes. Ces astronomes pensent que les planètes semblables à la Terre ont tendance à effacer les traces de civilisation à leur surface. Ils explorent donc l'idée saugrenue que ces êtres hypothétiques y ont pu voyager dans l'espace. Dans ce cas, des vestiges de leur technologie, appelée technosignature, pourraient en se trouver non seulement sur notre Lune, mais aussi sur des astéroïdes, ou même enfouis sur Mars. Là, ils pourraient perdurer pendant des millions, voire des milliards d'années. Malheureusement, jusqu'à présent, bien qu'ils aient sondé les 380 millions d'années écoulées et examiné tous les événements anormaux, les chercheurs n'ont pas trouvé de traces évidentes d'une civilisation technologique. Mais ils n'abandonnent pas pour autant. Frank appelle à poursuivre les recherches. Par exemple, nous pourrions étudier comment les produits chimiques industriels modernes se conservent dans les sédiments océaniques. Cela pourrait nous aider à identifier des traces chimiques similaires dans l'histoire de la Terre. S'il n'y a pas de traces, pourquoi se donner tant de mal? Ces recherches sont basées sur les récents articles de Schmitt et Frank. Ils se sont penchés sur l'Anthropocène. Il s'agit de la période dominée par les activités humaines sur Terre. Elle est remplie de ce que l'on appelle des hyperthermies. Il s'agit d'événements préhistoriques au cours desquels les températures sur Terre ont fortement augmenté sur une période relativement courte. Des sortes de vagues de chaleur extrêmes du passé. Le maximum thermique du passage Paléocène-Éocène, ou PETM, en est un bon exemple. Ce phénomène, qui s'est produit il y a environ 55 millions d'années, s'est traduit par une hausse rapide des températures mondiales. En l'espace de 200 000 ans, la température moyenne sur Terre est passée d'environ -12,8 à -10 degrés Celsius. Nous étudions ces hyperthermies pour comprendre comment elles se sont produites, qu'elles soient dues à des causes naturelles ou à des activités humaines. Et elles sont donc à l'origine des recherches de Frank et Schmitt. Pour les étudier, les scientifiques ont commencé à examiner les signaux chimiques et leurs différentes traces présentes dans les roches. Ce faisant, Schmitt et Frank ont découvert d'étranges parallèles entre tous les problèmes climatiques actuels et les périodes passées de changements rapides de température. Il existe une grande similitude entre le PETM et d'autres événements hyperthermiques. Tous ces travaux ne visent donc pas seulement à résoudre un mystère historique. Comprendre notre impact sur l'environnement peut nous aider à trouver de meilleurs moyens de vivre en harmonie avec la planète et d'éviter de disparaître en tant qu'espèce. Notre Voie lactée regorge de planètes qui pourraient être propices à la vie, mais nous ne savons pas s'il existe d'autres civilisations. La Terre est le seul endroit que nous connaissons où vivent des êtres vivants. Il y a environ 200 ans, on se demandait s'il n'y avait pas une civilisation sur Mars. À l'époque, c'était une vraie question. Mais une fois que nos sondes spatiales nous ont envoyé des photos, nous avons constaté qu'il n'y avait aucune preuve de l'existence d'une civilisation extraterrestre, et nous sommes un peu passés à autre chose. Aujourd'hui, cette question n'est même plus considérée comme un sujet scientifique sérieux. Elle est même un peu ridicule. Mais personne n'a encore fixé de limite claire à ce qui aurait pu se produire sur notre propre planète il y a très longtemps. Même nous n'avons aucune preuve. Nous ne devrions pas écarter cette possibilité. N'oublions pas que l'humanité a mis du temps à identifier les dinosaures. Les Siluriens attendent peut-être patiemment leur heure. Tu es un aventurier à la recherche d'un sablier d'or caché dans la jungle d'un pays exotique. Tu trouves enfin l'artefact. Dès que tu t'en empares, quelqu'un se met à crier. Stop, c'est la police, les mains en l'air. Tu regardes autour de toi et tu vois 2 officiers. Tu retournes le sablier et tu tombes dans un portail qui se forme soudainement et qui t'emmène à travers l'espace et le temps. Et toi, étranger, ne bouge pas. Que fais-tu dans notre temple? Tu regardes autour de toi et tu vois 2 hommes munis d'épées. Ce sont les policiers de l'ancienne Babylone. Ce vaste royaume de Mésopotamie a été le premier de l'histoire à inventer une liste de lois et de sanctions en cas de violation. La liste de ces règles, appelée Code d'Hammurabi, contenait 282 lois.
Elles ont été gravées sur des piliers de pierre aux alentours du Xe siècle avant notre ère. Ces lois contenaient des règles concernant la famille et le comportement en société et étaient généralement similaires aux lois des civilisations modernes. Les autorités de Babylone ont créé des brigades de police spéciales composées d'habitants de la région. Leur objectif était de veiller à l'ordre public et de s'assurer que personne n'enfreignait la loi. Certains documents relatifs au travail de CES Escouade ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Ils racontent comment la police antique empêchait les fêtes bruyantes, surveillait le recouvrement des impôts et recherchait les voleurs et les pillards. En général, leur routine était similaire à celle de la police moderne. Ils gardaient Tilepo temple et veillaient à que rien ne leur soit volé. Tu es maintenant dans leur temple, avec le sablier d'or dans les mains. Le sable s'écoule et tu te téléportes à un autre endroit. Nous sommes au XIVe siècle. Tu te trouves au Nigeria, dans une plaine brûlante, sous un soleil de plomb. Tu entends quelqu'un s'approcher de toi par derrière. Arrête! Ne bouge pas! Ton sort sera décidé lors de la réunion. 2 gardes Okonko, membres de l'ethnie Igbo, s'approchent de toi en tenant des lances. L'Okonko se compose de riches et de pauvres, de jeunes et de vieux. Ils étaient les juges de la justice et veillaient à ce que personne ne viole les lois. Chaque village avait sa propre brigade d'Okonko. Ils punissaient sévèrement ceux qui trichaient ou faisaient du tort à d'autres personnes. L'Okonko réglait également les conflits fonciers. Avant de prononcer un verdict ou une sentence, l'Okonko en discutait lors de réunions publiques. Tu n'as pas enfreint leurs lois, mais tu es un étranger dans leur village et ils veulent t'attraper. Heureusement, le sablier te téléporte hors des lieux. Tu es à l'intérieur d'un temple de l'Égypte ancienne. Tu entends des chiens qui aboient, des singes qui crient et des voix humaines. Qui êtes-vous? Tu te retournes et tu vois les Medjay, la police de l'empire du milieu de l'Égypte ancienne. Ces hommes expérimentés, armés d'épées, patrouillent dans les rues avec des chiens et même des singes. Ils résidaient dans le royaume voisin de Nubie. Cependant, à mesure que le territoire égyptien s'étendait, ils ont offert leur service en tant que gardiens de l'ordre. Au cours du Nouvel Empire, les prêtres du temple d'Égypte exerçaient des fonctions de police. Ils protégèrent les temples et arrêtèrent les pillards et les voleurs. Si quelqu'un volait un objet dans un temple, les prêtres du temple arrêtèrent le voleur et menaient leur propre enquête. Ils ne mèneront aucune enquête cette fois-ci, car tu disparais et tu poursuis ton voyage. Tu es maintenant dans une jungle chaude. Tu peux voir de grands bâtiments en pierre à travers les buissons et les arbres et tu entends une rivière couler et des voix de gens. Tu es à côté d'une grande zone agricole. On dirait une civilisation moderne dans une forêt tropicale. Mais nous sommes au XVe siècle, dans l'Empire Inca, sur la côte sud-américaine. Ici, les policiers sont appelés Tokrikok, ce qui signifie « celui qui voit tout ». 2 Tokrikok passent à côté de toi sans rien te dire. L'Empire Inca disposait d'un système juridique développé, et personne ne pouvait t'arrêter juste comme ça. Celui qui accuse une autre personne d'avoir violé la loi doit être d'un rang supérieur à celui de l'accusé. Les Tokrikok étaient donc les personnes les plus haut placées dans les villes. Ils veillaient à l'ordre et procédaient également au recensement de la population. Ils étaient également chargés de la distribution des terres et de la construction des routes et des ponts. Ils tenaient tous les procès en public et punissaient les auteurs de violations graves. En revanche, les petits voyous n'étaient soumis qu'à un blâme public. Ici, on se sent en sécurité grâce à des lois sévères mais justes. Mais le sablier s'agite et t'emmène vers la Grèce antique. Et pour être honnête, tu n'as pas de chance car c'est la Crypteia de Sparte qui est en charge ici. Ces durs à cuire se sont entraînés au duel dès leur plus jeune âge et ont développé une force et une endurance incroyables. Oui, tout était comme dans les films. Crypteia signifie « caché ». Cette police agit toujours prudemment et discrètement pour porter un coup décisif. Ils n'avaient pas d'armure ni de grandes épées. Ils portèrent des vêtements légers et des couteaux aiguisés. Le Crypteia maintenait l'ordre et s'assurait que les fermiers payèrent les impôts et partageaient leurs récoltes. Ils réprimaient également toute rébellion parmi la population. Contrairement à la police des autres pays, la Crypteia travaillait la nuit et se reposait le jour. Comme il faisait jour, personne ne t'arrêtera. Mais si c'était la nuit, tu aurais eu du mal à échapper à la police spartiate. Tu te téléportes dans l'ancienne Judée, où un système judiciaire équitable était très apprécié. Chaque ville avait son juge et 2 soldats entraînés sous son commandement. On les appelait les Chotérim judéens. 6 combattants étaient excellents au tir à l'arc et à l'épée.
Ils étaient chargés de vérifier et de fixer les prix du marché et de résoudre les problèmes de propriété privée et de sécurité publique. Les chiens doivent être enchaînés dans chaque maison. Il ne doit pas y avoir de fosses dans les rues. Et la vente de couteaux et d'épées doit être strictement réglementée. Toute violation de la loi faisait l'objet d'une enquête et d'une procédure judiciaire. Les habitants ont vraiment apprécié cet ordre et l'ont payé en tant que contribuables. Le sablier d'or te transporte dans l'Afrique de l'Ouest du XVe siècle. Tu es dans l'Empire Songhai. C'est l'un des plus grands pays d'Afrique de l'Ouest, doté d'une police de premier ordre appelée Kadi. Les infractions graves étaient punies cruellement, si bien que les gens avaient peur d'enfreindre la loi. Les Kadis étaient des fonctionnaires nommés par le roi. Ils décidaient qui devait passer en cour martiale et qui devait être puni d'une petite amende. Ils surveillaient non seulement l'ordre dans les villes, mais aussi l'environnement du roi. Si quelqu'un voulait commettre une trahison ou renverser le souverain, le Kadi le découvrait et neutralisait la menace. Tu te retrouves dans un endroit très chaud. Mais pas parce que le soleil est brûlant, mais parce qu'il y a des flammes partout. Le bâtiment dans lequel tu te trouves est en feu, et tu ne sais pas quoi faire. À ce moment-là, 2 hommes courent à l'intérieur et te sortent de là. Ils viennent de te sauver la vie. Voici les vigiles, la police de l'Empire romain. Plus précisément, il s'agissait de pompiers. En au 21e avant notre ère, l'empereur romain a ordonné à ses sujets d'éteindre les incendies dans les maisons des nobles et des pauvres ordinaires. L'empereur a reçu des éloges pour cela et a décidé de créer le premier service public de lutte contre les incendies à Rome. Les vigiles patrouillaient dans les rues et éteignirent les incendies causés par la chaleur ou les voyous. Bientôt, les vigiles ont commencé à maintenir l'ordre et à attraper les voleurs. Ils portèrent des armures légères et disposaient de fouets et de bâtons. Tu n'as pas le temps de les remercier de t'avoir sauvé la vie, car le sablier t'emmène à une autre époque. L'Empire maurien, qui a duré de 320 et 1e à 185e avant notre ère, a été le premier empire de l'Inde ancienne. Tu n'as pas eu le temps de faire quoi que ce soit, puisque 2 gros bras t'ont attrapé et t'ont bandé les yeux avec un chiffon. Ils t'ont emmené à l'interrogatoire. Chaque ville de cet état avait un chef de police et son équipe appelée GOPS. Ils faisaient tout le travail de police et espionnaient pour le compte de l'empereur. Ils recherchaient d'autres espions, enregistraient les nouveaux visiteurs et les suivaient. Ils patrouillaient dans les rues, maintenaient l'ordre et savaient tout ce qui se passait dans les villes. Ils allaient te mettre en cage, mais tu as disparu de leurs mains. Tu es enfin revenu au 21e siècle. Il n'y avait plus de sable dans la partie supérieure du sablier. Tu envisages donc de commettre un petit volume pour voir comment la police moderne réagirait. Mais le sablier réapparaît et te dépose en prison pour que tu puisses voir les choses de près. Puis tu te réveilles